Il semble qu'un nouvel état s'est installé dans le corps, quelque chose de très vaste, très doux, très rythmé, comme si le corps faisait partie d'un grand océan qui parfois le berce de sa houle, et c'est une houle de délices tranquille, puissant, sans fermeture nulle part. Et il n'est pas là-dedans comme une poupée de liège bercée par la mer, il est réellement tout étendu, répandu, fondu là-dedans, du moins toute sa conscience. Quant à la forme, encore délimitée et apparemment dure, c'est comme un point qui baigne dans une immensité et qui est à peine perçu comme soi, sauf par les nécessités de la vie quotidienne ou par certaines fatigues. Je n'ai pas du tout l'impression d'être dans mon corps, ni même que la conscience du corps soit enfermée dans le corps. C'est comme une conscience générale qui, parfois, se concentre sur ce point. C'est un grand corps, tranquille et rythmé. Tout ce qui dérange ce rythme est une grande fatigue, comme si on rentrait subitement dans un trou de souris et dans un masque plein de rides. L'expérience de mer devient vivante. Comment le trou de souris va-t-il changer? Et ce masque plein de rides? C'est-à-dire que l'expérience que j'avais avant le mental, d'un mental très vaste, et avant dans le mental, d'un mental très vaste et musical, avec ce mental particulier, individuel, juste comme un point traducteur, c'est le corps maintenant qui l'a. Et ce n'est plus du tout mental, c'est très concret et tout à fait délicieux. En somme, au lieu d'entendre le grand rythme là-haut, on trempe dedans. Après-midi. Je n'étais pas très heureux des notes de ce matin, et cet après-midi j'ai compris pourquoi. A-t-on idée d'appeler ce corps un trou de souris? C'est une splendeur. Et cet après-midi, toute cette matière, cette conscience corporelle, ces cellules, ces atomes ont été pris d'une adoration tellement intense, d'un amour tellement absolu. C'est vraiment dans la matière que l'on touche l'absolu, absolu, avec un grand A. C'est d'une telle totalité pure, sans mélange, simple. Rien n'est comparable à cet absolu d'amour simple et de don total dans la matière, avec un grand M, comme un abîme d'absolu. Alors vraiment, ce trou de souris, entre guillemets, abrite une splendeur sans pareil. C'est même le plus grand mystère qui soit. Comment un trou de souris peut abriter ça? Et alors, dans tout mon corps, est montée une prière si absolue, si pure, si totale. Ô Mère, ô Seigneur, que ce corps, ce coin de matière, soit un marchepied pour vous, un bout de terre physique où vous puissiez poser un pas et contraindre cette obscurité, cette ignorance, cette petitesse rebelle à la splendeur de votre vérité divine. C'était vraiment comme si matériellement le corps s'offrait comme un coin de débarquement divin pour leur reconquête de la terre. Et il y a eu une descente si formidable, et je ne veux pas dire. On aurait pu penser que la terre était ébranlée jusque dans ses fondations. Il n'y a pas d'autre, en lettres majuscules, expérience. Tu es la seule, en lettres majuscules, expérience. Mais maintenant, je sais que si un coin de matière est touché, c'est toute la matière qui est touchée. C'est un seul corps. Soir. En fait, la croûte la plus dure de la terre, le vrai basalte de la terre, c'est le mental. C'est la coquille même du mensonge. Je me souviens de Mère. Deviens conscient de tes cellules,
et tu verras qu'il y a des conséquences terrestres. 9 juillet 1983. Même phénomène d'invasion de ce grand formidable courant de vie supramental. Le corps se gonfle, comme s'il s'emplissait de soleil, comme un fruit. Il se sent gorgé, arrondi, gonflé au maximum. C'est divin. Puis quand c'est gonflé et rempli au maximum, il se produit un étalement, comme si le corps perdait ses limites et se répandait avec ce courant. Il y a une sensation finalement que tout devient immobile, ou au-delà de toutes les sensations de mouvement et d'immobilité, comme à l'infini, dans tous les sens, complètement répandu ou dissous entre guillemets. C'est là qu'il se produit parfois cette sorte de changement de secteur. Le phare de la conscience tourne légèrement et on passe dans un autre secteur. Mais je n'ai jamais réussi à saisir ce qui se passait exactement. Ce n'est pas du sommeil, c'est un autre état, avec des activités, des paroles, parfois des gens. Je ne peux pas dire, ce n'est pas encore saisi. Note de bas de page, un autre état matériel, puisque je continue d'entendre et de percevoir ce qui se passe dans notre matière habituelle. Je ne dors pas. Puis après cette période d'étalement, qui semblait assez longue ce matin, de nouveau s'est produit le phénomène rythmique de l'autre jour. Le corps s'est lentement regonflé ou recondensé, comme s'il se regorgeait de soleil, et quand c'était bien plein au maximum, de nouveau ça s'étalait, se répandait avec le courant, et ainsi de suite. Ce que je pourrais appeler le phénomène du corps pulsatile. Je déteste prendre des notes. Ça dérange tout et on a la sensation que ce n'est jamais parfaitement ça. Enfin. Et puis on dirait que de mentaliser ou de traduire mentalement l'expérience, ça la cristallise. Presque comme si cela faussait le mouvement ou lui faisait prendre un sillon. Que faire ? Le mental, c'est celui qui trace constamment des sillons pour emprisonner les choses. Et le monde, qui est peut-être complètement fluide et sans aucune des lois que lui prête le mental, à moins qu'il ne se croie obligé ou qu'il n'ait l'obligeance malheureuse de suivre les sillons tracés par le mental, cancer compris. Il faut vraiment une honnêteté extraordinaire pour aller dans cette expérience, et un peu d'humour. L'honnêteté suprême serait peut-être de se taire, comme le suprême. Comme cela, on passerait à travers toutes les mailles possibles. 10 juillet 1983. La plus sublime expérience de ma vie. Un gouffre d'extase et de présence absolue dans le corps. Ils sont là. Vision. Cette nuit, la nuit dernière, Sujata a vu ceci. Mère vêtue d'un sari rose plein de tendresse, comme la fleur de Surrender. Note de bas de page, une rose particulièrement parfumée que Mère a appelée Soumission, Surrender. Elle était poursuivie par des chiens de chasse, a pack, une meute. Elle ne marchait pas, elle roulait ou rampait par terre et elle roulait plus vite encore pour échapper aux chiens. Elle était chassée par les chiens. Puis le chef des chiens est apparu. Il était vêtu en homme et debout sur 2 pattes. Sujata a eu l'impression de Pranab. Alors finalement, Mère s'est mise debout pour faire face à la bête humaine. En lettres majuscules, Mère va faire face. 12 juillet 1983. Chaque fois que ça vient, la sensation-impression est la même. C'est le divin qui prend possession. Immédiatement, la matière reconnaît. C'est indiscutable. Plus indiscutable que l'Himalaya ou le Niagara. Une coulée solide. C'est un autre état. Ce n'est plus du tout l'état humain. C'est un état divin. Et ce corps, qui est dur et fermé comme un bouton,
Il sent qu'il se gonfle et s'épanouit comme une innombrable fleur. On sent la poussée d'une invisible sève dorée, le gonflement partout. Vraiment, chaque fois, c'est un miracle. Au bout de quelque temps, il y a une nouvelle invasion, mais alors beaucoup plus large, si je puis dire, et plus puissante. Et alors a commencé le phénomène du corps pulsatile. Chaque invasion ou gonflement, ou goutte, semblait, si c'est possible, plus dense, plus puissante que la précédente. Le corps se sentait vraiment comme un ballon. Puis quand c'était plein à craquer, il y avait cette espèce d'immobilisation et d'étalement, et ça recommençait. Mais alors, cette fois-ci, les pulsations ou les gonflements ont commencé à prendre un rythme plus rapide et assez formidable, comme une marée irrésistible qui flue, emplit et reflue, de plus en plus rapide. Ça prenait le rythme d'une respiration, c'est-à-dire que chaque gonflement-dégonflement prenait 3 à 4 secondes. Vraiment une respiration. Ça pouvait durer des heures. J'ai ouvert les yeux, regardé l'heure, puis je suis resté les yeux ouverts et la respiration ou pulsation continuait. Je voyais mon corps comme se gonflant d'une irrésistible respiration, puis se dégonflant et ainsi de suite. Vraiment, le corps était pris d'une respiration ou pris dans une pulsation, pris d'un mouvement pulsatile, je ne sais pas dire. Ce n'était pas seulement les poumons qui se gonflaient comme dans la respiration ordinaire, c'était tout le corps qui était pris de cette sorte de mouvement respiratoire ou pulsatile, plus exactement. Gonflement, dégonflement. Cela échappe tout à fait à toute volonté individuelle. C'est un phénomène qui se passe comme une marée. On est entraîné très vite vers quelque chose de radical. Soir. Cet afflux du pouvoir nouveau est très difficile à supporter dans le cerveau. On sent presque à chaque minute que c'est à la limite de l'éclatement cérébral. Le reste du corps supporte bien, est plus souple, s'élargit mieux, mais ce cerveau, c'est un problème. On dirait que c'est beaucoup plus rigide et coagulé que tout le reste du corps. Ce soir, j'ai lâché au milieu de l'expérience. Vraiment, je sentais ma tête comme un bouchon de champagne prêt à sauter à n'importe quelle minute. Comment faire? Est-ce que l'homme raisonnable est un singe fou? Il est certainement fou pour un singe, mais cela ne veut pas dire que tous les singes fous font des hommes. Il faut aller dans la folie, entre guillemets, de l'autre espèce, sans pour autant faire un homme fou. Pas commode, mais possible. La sincérité absolue est la seule sauvegarde, pas d'imagination. Dans tous les hommes fous, il y a une insincérité quelque part. S'offrir comme une fleur au soleil et advienne que pourra. 13 juillet 1983. Pour la première fois cet après-midi, le pouvoir est descendu jusqu'au bout de mes pieds avec force. J'étais debout devant la photo de Sri Aurobindo et c'est descendu impérativement, sans obstruction, avec une force étonnante. D'habitude, c'est le soir, ou plutôt la nuit avant de m'endormir, lorsque je me concentre, que je sens le pouvoir qui essaie de descendre en dessous du centre sexuel. Il descend directement et instantanément au centre sexuel, c'est comme ça à base de travail, mais dès que cela essaie d'atteindre les genoux, ou même les cuisses, je sentais une douleur très difficile à supporter dans les jambes, comme si tous les nerfs étaient tirés. Cet après-midi, c'est descendu d'un seul coup et impérieusement et sans le moindre mal. Mais c'est Sri Aurobindo. 14 juillet 1983. Vraiment, cette conscience matérielle, corporelle, mère dirait cellulaire, je suppose, est une merveille naturelle.
Cela n'a besoin de rien pour être, d'aucune pensée, aucune idée, aucun sentiment, aucune sensation. C'est un feu automatique. Et quel feu! Un feu plein d'amour, une ardeur spontanée à n'être que pour ça, à n'appartenir qu'à ça. C'est vraiment une puissance en soi. Oui, c'est le divin dans la matière. Et alors toute cette psychologie humaine, tous ces nobles idéaux, ces nobles idées, ces religions, ces grandes musiques de la vie mentale ou sentimentale, tout cela qui fait la trame dorée de notre existence, c'est comme rien pour cette conscience corporelle. C'est une sorte de croûte qu'il a étouffée pendant si longtemps et qui n'a aucune réalité pour elle, sauf d'être un étouffoir et un étouffement. C'est étonnant. C'est comme si elle disait maintenant à cette superbe vie mentale humaine, « Maintenant, fichez-moi la paix. » Aussi simple que cela. Toute cette vie humaine, cette grande architecture civilisée et spiritualisée et scientifisée, égale zéro. Elle est cette conscience matérielle. Et c'est vraiment comme si elle voulait construire une vie à elle, c'est-à-dire au divin, indépendamment et en dehors de toutes nos histoires merveilleuses et douloureuses et mensongères. Une vie nouvelle. Et elle est si pure, si absolue dans son adoration, son feu, son offrande de soi. Oh, tout le reste paraît comme un formidable trucage. En fait, le seul mérite de notre cage humaine, c'est d'avoir permis de prendre conscience individuellement de cette merveille divine de la matière et dans la matière. Et maintenant, elle dit à toute cette culture, entre guillemets, dorée, dont on commence à s'apercevoir qu'elle n'est pas si dorée, fichez-moi la paix. Allez dans les cimetières des vieux monuments du passé. Et surtout, ne vous en mêlez pas. Oui, c'est une vie nouvelle. Et alors, on voit presque l'utilité de cette gangue noire et perverse et cruelle qui est comme l'envers noir de notre culture dorée. Sans elle, nous n'aurions jamais eu le courage de briser notre merveille fallacieuse. Nous serions restés à jamais prisonniers d'un mensonge doré. Comme je comprends maintenant le travail de Sri Aurobindo. J'ai creusé longtemps profond, dans une horreur de fange et de boue, un passage pour la chanson d'une rivière d'or, une demeure pour le feu qui ne meurt pas. Tu as tout fait. Ô Seigneur, puissais-je témoigner de ce que tu as fait? Ils corrigeaient patiemment leurs petits poèmes prétentieux des disciples, tandis qu'ils construisaient une vie nouvelle dont ils ne voulaient pas. Et il écrivait à la fin « Encore un peu, et les portes de la vie nouvelle seront taillées de lumière d'argent dans un grand monde clair et nu, le labeur d'un Dieu. » Après-midi, une masse est descendue, mais si douce. Tout le temps, je me répétais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, pas croyable. Et je balbutiais, oh Seigneur, oh Seigneur. C'était Sri Aurobindo. De moi, il ne reste qu'un vaste cantique de gratitude et de joie et de libération. On ne peut pas croire. À un moment, j'ai dit « Que ton travail soit fait sur la terre. » Soir. Il y a 6 ans, aujourd'hui, j'écrivais cette lettre aux trustees leur annonçant la publication de l'agenda et la formation de l'Institut. L'équipe
Voltaire Rimbaud est dissoute dans un sourire. L'éprouvette BE 23 aussi. 15 juillet 1983. Je suis épuisée. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, mais on dirait qu'il n'y a plus de capitaine à bord. Une sorte d'envie, entre parenthèses, de le laisser partir à la dérive et moi de fermer les yeux. Tamas, inertie ou quoi? Je me sens tout défait et je n'arrive pas à me concentrer. Alors l'autre force n'est plus là non plus. Je suis réduit à 0. C'est-à-dire que tout le vieux contrôle s'en va. Je crois qu'on est en train de me nettoyer de fond en comble. Je voudrais bien ne pas me faire d'illusions. Cet après-midi, j'ai reçu un flot de divin, comme de l'eau qui descend dans un tuyau. Ça, c'est indubitable. Puis a commencé le phénomène du corps pulsatile ou du goutte à goutte. Chaque goutte correspond à un gonflement ou une pulsation, formidable goutte, qui semblait devenir de plus en plus épaisse ou dense, compacte, mais cette fois, plus les gouttes ou les pulsations devenaient denses, plus le rythme semblait se ralentir avec des temps d'étalement plus longs. Vraiment, on est gorgé de divin, point d'exclamation entre parenthèses, avec chaque pulsation nouvelle. Cela donne une sensation dorée et c'est comme un suc, un super suc merveilleux et divin qui vous gonfle à chaque pulsation. L'étalement est comme une immobilisation solide, mais souple en même temps, comme quelque chose qui n'a pas de limite et se perd dans sa propre densité. Je voudrais bien ne plus noter. Et chaque fois, j'y suis comme obligée. Entre parenthèses, point d'exclamation, point d'interrogation. Soir. J'ai de moins en moins l'impression d'être un individu, mais une sorte de terrain ou de terreau plutôt que l'on soumet à la pluie, au soleil, à des phénomènes spéciaux ou à une atmosphère spéciale pour voir ce qui va pousser là-dedans. Le corps se sent vraiment, concrètement, comme une terre. C'est d'ailleurs comme cela, je crois, que le désignaient les rishis védiques. Quand ces gouttes viennent, ils pompent ça avidement, comme une terre sèche. C'est délicieux. Et il se sent pénétrer comme si chaque grain de sa substance se dilatait, se gorgeait. Logiquement, entre guillemets, c'est ça qui devrait remplacer la nourriture et même faire fonctionner la respiration. Une respiration ou une pulsation nourrissante. Je me rends bien compte de l'énorme difficulté qu'il y aurait à maintenir cet état pulsatile tout le temps, jour et nuit. Cela revient à changer de nature physique. Probablement, il faudra être amphibie, au sens grec, pendant longtemps. Note de bas de page, amphi égale des deux côtés, bios vie, qui vit des deux côtés. L'espèce nouvelle sera probablement d'abord l'apparition évolutive des deuxièmes amphibiens, de l'ère terrestre à l'ère nouveau. Nous sommes en bonne lignée après les crapauds, les phoques et les tritons. Voltaire se réveille pour me dire que tant qu'à faire, il préférerait être un triton mystique qu'un anthropoïde religieux. Rimbaud, lui, de toute façon, préfère le surphoque au surhomme. 16 juillet 1983. Je crois bien que le plus grand mystère, ou le plus grand étonnement, c'est ce besoin si poignant au fond de la matière, et ce cri de délice, ou de reconnaissance plutôt, lorsque ça vient désaltérer sa soif. Là vraiment, ce sont comme des millions d'années qui crient, des millions d'années de soif. Et ce n'est pas de la poésie, c'est un fait étonnant. Chaque fois, étonnant. La matière, c'est la plus grande histoire mystique.
Je crois bien finalement que la matière se décidera à contourner et dépasser les hommes. Et ces ânes savants s'imaginent que ce sont eux qui font évoluer la matière. Ils font seulement évoluer leur ânerie. À quoi sert toute la science si elle n'arrive pas à cette suprême clé ou cette suprême connaissance de la soif dans la matière? Ils imaginent la matière au bout de leur microscope et ils font les 25 000 lois de leur propre imagination. C'est bien que je me trompe lorsque je dis que la première étape ou le premier pas du yoga de l'espèce nouvelle est l'éveil de l'aspiration dans la conscience matérielle. Je devrais plutôt dire est la découverte de l'aspiration de la conscience matérielle. Ce puits de soif, elle est toute éveillée depuis 4,5 milliards d'années pour cette fois-ci. Ô Seigneur, il y a bien longtemps que nous avons soif. Et à quel service nous mettent-ils? J'ai touché le cœur du mystère. Après-midi, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'on habitue mon corps à une présence divine ou à un soleil de plus en plus puissant et concret. C'est une masse, c'est une merveille, une splendeur difficile à supporter. 17 juillet 1983. Je sens de plus en plus physiquement l'enfer douloureux qu'est la vie non divine des hommes. 18 juillet 1983. Ce matin, tout d'un coup, il y a eu un changement de secteur. Cela n'a duré que quelques secondes, mais en quelques secondes, je ne savais plus subitement si j'étais le matin, l'après-midi ou le soir. Note de bas de page. Mais je savais en tout cas que je n'étais pas la nuit. J'étais dans la journée, sans aucun doute. Exactement comme après un sommeil profond. Et cela n'a duré que quelques secondes. Et pourtant, je n'ai pas eu l'impression que je tombais dans le sommeil, entre guillemets. Simplement, je passais ailleurs. Mais ailleurs où? C'est un peu comme mon évanouissement dans l'aéroport de B où tout d'un coup je me suis retrouvée au milieu d'une activité qui, je le savais, continuait quand je me suis rattrapée de ce côté-ci de la barricade. Là, on tombe, on passe dans un état hors du temps. Ou en tout cas, ce n'est plus le même temps. Et en quelques secondes, c'était comme après des heures de sommeil profond. Étrange. Je me demande s'il n'y a pas une barricade dans la conscience physique de l'anthropoïde habituel qui se sait anthropoïde ou a pris l'habitude de se croire anthropoïde, âgé de 60 ans, demeurant à... Comme si tout un pan de réalité ou d'une autre réalité, un autre secteur de l'existence matérielle lui était caché, ou voilé par son habitude d'être monsieur homo sapiens dans la matière habituelle où on prend le métro et se dispute avec sa femme. C'est-à-dire qu'on navigue constamment dans le secteur, disons, vert de l'existence, mais il y a d'autres secteurs. Quelle différence y a-t-il entre le sommeil et ses passages dans l'autre ou d'autres secteurs? Parce que l'on n'a pas du tout l'impression de passer dans le sommeil. C'est simplement comme si l'on passait à travers une barricade, ou comme si l'on passait subitement des 270 degrés du secteur vert au 271e degré du secteur blanc, sans sortir de la matière ou sans quitter la navigation dans l'élément marin. Mais je n'ai pas encore pu saisir ce qui se passe dans l'autre secteur. Le passage est trop abrupt ou trop subit. En tout cas, il est assez radical pour altérer complètement la notion du temps. Et il y a une barricade habituelle dans la conscience physique. Je me souviens des voyages en train autrefois où je piquais du nez, comme on dit, tout en étant assis sur mon siège. Mais là, je savais bien et sentais bien que je piquais dans un trou de sommeil. Tandis que maintenant, on pique ou passe dans quelque chose qui n'est pas du tout un trou. C'est vivant. C'est de la vie qui se déroule. Quelle vie ? Est-ce que ce serait l'autre rivage des nouveaux amphibiens?
après-midi. Après le déjeuner, je reste étendue pendant 1 heure. Je ne dors pas, mais je me détends. À peine me suis-je allongée que j'ai vu une image très rapide, fugitive. Je montai sur une espèce de haut escabeau à la tête de mon lit pour aller brancher une prise de courant en haut, près du plafond. J'ai passé toute l'après-midi dans une immensité de mer, ou d'en-mer, immense. J'étais tout englobé, pris, presque disparu là-dedans, mais assez présent, ou suffisamment resté en forme, pour me sentir tout à fait comme autrefois, à ses pieds. Et je lui parlais, je lui disais toutes sortes de choses. À un moment, je lui ai dit « La seule chose que je n'ai pas pu accepter, c'est qu'ils t'aient mise dans cette boîte et qu'ils aient interrompu l'histoire. » Et c'était si intense, cette merveilleuse histoire. Et puis je me suis sentie vraiment englobée, absorbée dans mer. Et c'était comme si, au lieu d'écouter mère et d'être comme un individu extérieur à elle, j'étais dedans. Et elle me faisait devenir l'histoire. Mais ce n'était même pas me faisait devenir. C'était elle qui continuait. Ça continuait. Et alors c'était si simple. Vraiment, je ne sais pas si j'ai jamais été aussi avec elle que depuis sa disparition physique. Je l'entends me dire comme autrefois « Je t'emmène dans l'expérience ». Mais maintenant, c'est si total, si concret, tellement là. Oh, mère! 19 juillet 1983. Cet après-midi, j'étais dans une grande marée blanche où je trempais dans un bain de lumière, blanche, un peu laiteuse, qui me pénétrait complètement, comme une éponge. C'était mère. Je me laissais faire aussi totalement que possible. J'essayais d'être absolument passif, sachant qu'elle seule connaissait le mouvement et savait ce qu'il fallait faire. Je priais pour être complètement abandonnée à elle. Puis soudain, j'ai senti que toute ma conscience matérielle était tirée vers le haut, mais impérieusement tirée. C'était si fort que j'avais la sensation d'avoir le cou démesurément allongé vers le haut, vraiment tiré comme par des mains puissantes. Juste quelques secondes, j'ai senti ou remarqué, c'est une expérience dangereuse. Aussitôt, cette sensation a été dissoute. C'était mère. Alors le corps se laissait aller sans plus la moindre peur, mais encore un peu anxieux, et je sentais toute cette conscience matérielle, vraiment matérielle, comme d'innombrables petits faisceaux denses qui remontaient de partout, du ventre, du dos, des épaules, du cou, et qui se réunissaient en une masse, ça montait, et alors cette masse de conscience matérielle se densifiait entre la région de la gorge et le sommet de la tête, et puis c'était, je ne sais pas comment, comme si j'avais un trou à la place de la tête, comme si la calotte crânienne était partie. Et toute cette masse dense de conscience matérielle faisait une sorte de colonne entre la gorge et là-haut, entre guillemets. C'était comme un trou lumineux vers le haut, exactement. Et toute la conscience matérielle était irrésistiblement tirée dans ce trou lumineux, formant une colonne dense, lumineuse. Au bout d'un moment, tout s'est immobilisé. C'était une colonne solide, immobile, dense, lumineuse. Puis une deuxième succion a tiré encore toute la conscience matérielle du corps dans ce trou vers le haut. Même sensation d'innombrables petits points de conscience ou faisceaux de conscience dense qui montaient de tous les coins du corps à la fois et filaient vers le haut dans ce trou. Vraiment, on ne sentait plus du tout de calotte crânienne ni rien qui fermât la tête. Point d'exclamation entre parenthèses. Au bout d'un certain temps de succion, de nouveau tout s'est immobilisé dans une sorte de colonne de lumière dense qui s'en allait vers le haut.
Je ne sais pas où ça s'arrêtait, ni si ça s'arrêtait. Et ainsi de suite. Nouvelle succion, nouvelle immobilisation en colonne dense. Et pendant tout le temps, plus l'expérience se développait et se répétait, plus le reste d'anxiété disparaissait. La conscience observatrice regardait et notait le phénomène, vraiment comme un observateur extérieur qui regarde. J'ai même ouvert les yeux plusieurs fois pendant ces succions pour voir si tout était comme d'habitude, mais j'étais parfaitement normale, entre guillemets. Sauf que toute cette conscience matérielle était absorbée dans ce trou lumineux vers le haut. Et les succions se répétaient, se répétaient. Puis le facteur est arrivé. Je me suis levée alors que j'étais encore dans cet état, point d'exclamation. Et je lui ai donné 2 roupies, point d'exclamation, entre parenthèses. Ce trou lumineux, une fois la première anxiété passée, c'était mer, vraiment. On sentait la lumière de mer et quelque chose de très doux, mais formidablement puissant, irrésistible. Il n'y avait qu'à se laisser faire. Voilà. Je ne sais pas où cela conduit, mais sûrement vers elle. Cette absence de calotte crânienne, c'était vraiment tout à fait surprenant parce que depuis des semaines, je sentais souvent cette surcompression dans le cerveau et me demandais si cela n'allait pas éclater. Et puis un trou à la place du crâne. Et rien à voir avec les expériences de la Kundalini, rien du tout, c'est tout autre chose. Je ne sais pas quelle différence il y a entre cette expérience de maintenant et ces aimantations que j'ai subies il y a quelques mois. Je reste avec une drôle de sensation, un peu ivre et flottante.